prends le RIB du client et je lui dis: «Voilà, tiens, c'est cadeau». Je lui ai fait un versement de 2 500 € suite à un investissement, tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, prends des commissions et arrête de te faire chier à faire du 100 honoraire. Bonjour à tous, bienvenue sur AUM, le podcast des professionnels du patrimoine. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis hyper fier de recevoir Thibaut Gouliou. C'est un CGP assez rare sur le marché des CIF parce qu'il a un modèle totalement indépendant, donc 100% honoraire. Et on va plonger du coup dans l'analyse de ce business model assez rare en gestion de patrimoine avec lui aujourd'hui. Salut Thibaut, comment tu vas? Ça va super et toi Alexis? La forme? Yes, ça va, merci. Juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à ceux qui nous écoutent? Ouais, carrément. Bah, écoute, je m'appelle Thibaut, j'ai 33 ans. Pendant mon parcours, j'ai eu des expériences commerciales, type, porte-à-porte et cetera, donc très, très commercial et c'est vrai que j'étais un peu frustré à chaque fois d'arriver, de devoir vendre mon produit et puis au final, s'il y avait pas le besoin en face, bah, ça servait à rien. J'avais perdu du temps, j'avais fait perdre du temps à mon interlocuteur en face et j'ai, découvert la gestion de patrimoine un peu par hasard et j'ai trouvé ça incroyable. Puisque du coup, c'était, bah, du commercial, mais un peu augmenté puisque en fonction de nos connaissances, de l'expérience et de toute la formation qu'on avait derrière, on pouvait proposer des solutions, bah, sur mesure aux clients et donc dans tous les cas, on avait la bonne solution et donc on faisait perdre du temps à personne. Donc j'ai découvert ça en césure, chez Altos Patrimoine. Donc j'ai eu la chance et ça, c'est assez rare, de découvrir la gestion de patrimoine avec un modèle assez sain. Donc j'ai eu la chance de pouvoir après intégrer un master spé en gestion de patrimoine, du coup au sein de mon école et en fin d'études, on avait un stage, on avait beaucoup d'opportunités chez BNP, banque privée. Donc j'ai pu Ok. bosser en banque privée et donc là, je souris parce qu'effectivement, c'était pas du tout la même vision du conseil qui était appliquée que celle que j'avais vue juste avant et je me suis dit: «OK, là, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire puisque c'est, de la vente de produits bancaires, en fait, tout simplement». Ça, c'est des choses que les gens ne voient pas, mais bah, tous les mois, des réunions commerciales pour dire: «Les gars, vous avez pas fait vos objectifs sur les produits structurés, vous avez pas vendu assez d'assurance vie, vous avez pas fait toutes vos relances» et cetera. Ouais. Et puis j'ai vu des dérives, hein, puisqu'il y avait des conseillers qui avaient leur portefeuille qui était, bah, il y en avait qui avaient des portefeuilles assez âgés, donc constitués de petites grand-mères et j'ai littéralement entendu un conseiller rigoler, dire: «Bah, tiens, suite à la réunion commerciale, j'ai pas fait mes objectifs, j'ai appelé, mon portefeuille de petites vieilles pour leur vendre des produits structurés» et là, j'ai dit: «Non mais tu peux pas dire ça, enfin c'est juste pas possible». Et et au final, du coup, je me suis dit: «Bah, là, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ma vision du conseil, c'est pas ce pourquoi, je suis venu, de base dans le conseil en gestion de patrimoine» et donc après je suis réatterri en cabinet indépendant, un autre cabinet un peu plus vieux, pas du tout digital. Bon là, il y avait pareil là, j'ai vu les dérives que je n'avais pas vues auparavant, qui étaient, Ok. vendre des produits commissionnés type, bah, des produits type Malraux, monuments historiques, résidences gérées. Il y a pas de mal à les vendre, mais il faut pas faire que ça tout le temps, en fait. Parce que sur ce type de produit, les commissions, elles sont de l'ordre de 5 à 10. Donc il suffit que le conseiller dise, «Bah, faites ça à crédit, je vous en vends pour 600 000 €», bah, ça fait vite des commissions à hauteur de 30 à 60 000 €. Donc bah, c'est pas mal pour l'année, voire, pour le mois. Et au final, je me rappellerai toujours que la gérante du cabinet avait une Rolex, pour chaque jour. Donc, Ah une oui. Rolex Vie. Ouais, c'était vraiment le et de la gestion de patrimoine. Donc, donc là, pareil, un peu frustré et je me suis dit: «Bon, bah, ça, c'est pas vraiment la vision que j'ai». Hem Et j'avais toujours en tête, depuis mon stage, chez Altos, bah, de faire comme Bertrand Tourmente et de créer mon cabinet. Donc ça, c'était toujours la petite idée qui tournait, mais je me disais: «Je suis pas légitime, j'ai pas assez d'expérience» et cetera. Du coup, bah, j'ai intégré, WeSave qui Ok. était donc qui est une fintech, qui fait des contrats d'assurance vie avec, mandat de gestion en ETF. Donc ça, c'est un peu particulier, mais c'était donc, je suis arrivé en 2018 et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'était un produit qui répondait à beaucoup de problématiques. Donc et là, j'avais, donc un produit incroyable avec des frais très faibles
une gestion, qui était, à l'aide d'algorithmes et un gérant d'actifs, en physique, qui s'occupait de faire les Sur allocations l'ETF, du pour coup? ouais, donc on fait, enfin, ils font de la gestion active sur des fonds passifs. Donc c'est vrai OK, comme, comme on le sait avec l'étude Spiva, dans 90 des cas, les, ETF, enfin les gérants de fonds n'arrivent pas à battre l'indice de référence. Bah, du coup, pourquoi aller, sur un gérant plutôt que sur un indice et donc c'était un peu ça l'idée de base sur OK, les ETF. Et là, c'était de dire, bah, on va mettre derrière une gestion un peu, macro où on va anticiper, un certain contexte économique, remontée des taux et cetera, pour, essayer, bah, d'avoir une gestion qui soit la plus saine possible. Donc chez WeSave, j'ai été conseiller, puis ensuite je suis passé responsable du pôle patrimonial, donc en fait responsable du cabinet B2C. Et WeSave a eu une grosse croissance sur la partie B2B et pour équiper justement les banques du groupe, Crédit Agricole, puisqu'Amundi dépend de ça. Et donc j'ai pu participer à ça, mais j'ai vu que l'activité B2B prenait une très forte ampleur et moi ça allait pas vraiment dans mon projet d'avoir un cabinet, de gestion de patrimoine. Et puis, j'ai eu une opportunité, je me suis dit: «Bah, là, j'ai fait mon expérience sur la partie, j'ai fait banque privée, cabinet indépendant, fintech». Je me suis dit: «Bah, là, il me manque une corde à mon arc» parce qu'en 2020, quand je faisais des études patrimoniales pour les clients, dans la plupart des cas, ce qui revenait, c'était assurance vie et location meublée. Et puis au final, donc je décroche une opportunité, je déclare mon meublé, donc je deviens, responsable, de l'équipe commerciale, enfin slash directeur commercial, chez JD2M. Donc je m'occupais de tout ce qui était équipe, de conseillers, sur la partie B2C et sur la partie B2B, j'intervenais sur des partenariats, et je m'occupais aussi du marketing, à faire des vidéos et cetera. Ça, c'était une activité annexe et donc du coup, j'ai pu me spécialiser dans la partie location meublée, LMNP, LMP, et c'était hyper intéressant. Et bon, comme chez WeSave, JD2M se fait racheter quand quand j'arrive, donc enfin 2 ans plus tard, donc je me dis: «Bon là, c'est 2 fois, pas 3, donc je vais monter, je pense que c'est la bonne opportunité, d'aller monter mon cabinet» puisque les opportunités qu'on me proposait étaient pas dingues, on va dire. Et donc je me décide de me lancer et de monter, mon cabinet. Donc voilà la petite la belle présentation. épargne. Voilà, exactement, c'est ça. Exactement. Bon, bah, trop cool, trop cool. OK, ouais, donc tu as fait vraiment un peu toutes les structures, heu, qu'on peut traverser quand on fait de la gestion de patrimoine, de la banque à la fintech, en passant par des caves un peu plus spécialisées sur leur verticale, quoi. C'est Type, ça. LMP. OK, trop cool, trop, trop cool. Hem Et du coup, tu as lancé La Belle Épargne, ton cabinet, il y a combien de temps maintenant? Là, C'était il y a un an, un peu plus d'1 an? ça fait depuis avril 2024, je me suis dit en partant de chez JD2M, je déclare mon meublé, heu, je vais lancer, en fait, un projet plutôt fintech où, je vais, démocratiser le conseil indépendant, MiFID II. Et OK, qui était un OK, Doctolib de l'épargne, donc une plateforme de mise en relation entre conseillers indépendants et particuliers. Donc de se dire, OK, quand on va sur cette plateforme, on sait qu'on va trouver un conseiller indépendant MiFID II. Mais pour la petite histoire, quand j'ai essayé de valider le modèle auprès des chambres des conseillers en gestion de patrimoine, parce que c'est la profession réglementaire, enfin réglementée, je me suis, pris, on va dire quelques portes puisque c'était vraiment un peu trop, innovant et peut-être un modèle qui était pas forcément adapté pour le marché, à ce moment-là. Donc au final, ça s'est soldé par, problème réglementaire, pas assez de CGP indépendants, à référencer. Et je me suis dit: «Bah, en fait, il y a clairement peut-être un besoin sur le marché et pourquoi pas créer mon cabinet». OK, très clair, très, très clair. Et du coup, là, tu nous as parlé direct de MiFID II et de démocratiser, le conseil, vraiment indépendant à l'honoraire. Heu, Aujourd'hui, quand tu te lances, tu peux faire soit de la rétro, soit de l'ono, soit un modèle un peu hybride. Mmh mh. Toi, dans tes présentes expériences, c'était pas 100 ono, c'était même Ah, c'était plus rétro, 100%, 100 rétro même? 100% rétro, ouais, à chaque fois. Ouais. Et pourquoi toi, tu t'es dit, «OK, moi, je passe sur un modèle 100 ono»? En fait, l'idée de base, c'était, que j'avais vu des dérives, donc comme je le disais là, dans un des cabinets dans lequel je travaillais, où les
conseillers vendaient beaucoup plus de produits de défisc pour obtenir plus de rétrocommissions et de commissions et puis à côté de ça, il y avait, la RIS aussi qui commençait à pointer le bout de son nez, la Retail Investment Strategy, qui est en fait une potentielle réforme du marché qui va dire que les rétrocessions justement seront interdites. Yes. Hem et puis aussi l'Angleterre et d'autres pays, d'Europe qui, se sont mis justement sur le modèle, 100 honoraire, puisqu'aujourd'hui, la réglementation est faite de la sorte. Donc j'avais plusieurs éléments qui me disaient, et puis en plus, je crois en ce modèle-là et c'est la manière dans laquelle je voulais travailler. Du coup, la le choix de l'ONO, oui, c'était pas, forcément un argument marketing, un positionnement, c'était vraiment le base d'une conviction sur le contexte, face à ce que toi tu avais rencontré en cabinet avant. Ouais, c Tu dis que il y avait exact un alignement entre ta vision et comment tu te sentais face, au business model là. ouais, c'est exactement ça. En fait, OK. je m'étais dit, quitte à lancer un cabinet, autant que ce soit 100 en honoraires, puisque c'est de cette manière-là que j'ai envie de conseiller mes clients et je pense que je suis assez jeune, hein, j'ai 33 ans comme j'ai dit. Mon objectif, c'est que mon cabinet, je le garde, jusqu'à mon départ en retraite, hein. Donc Ouais. donc l'idée, c'était de me dire, bah, que j'anticipe les potentiels mouvements du marché justement et la potentielle réglementation qui se durcit énormément par rapport à ces commissions, toujours être dans l'intérêt du client et cetera et je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, autant créer un cabinet, faire les choses, de la manière, on va dire, un peu difficile». Parce que créer un cabinet indépendant MiFID II, sachant qu'il en existe très peu, bah, il y a très peu de process en cours. Les chambres sont pas forcément, heu, on va dire, formées, elles ont pas forcément le, mmh, toute la tout, ouais, toute la documentation pour nous aider à créer un cabinet indépendant MiFID II et créer des process à l'intérieur. Donc Mais il y a certaines chambres qui refusent, hein, alors je crois. il y a certaines Je chambres sais qui refusent, il y a certaines chambres qui disent, qui sont OK avec ce modèle-là, mais malheureusement ça a été créé par des conseillers en gestion de patrimoine non indépendants, dans la plupart des cas. Donc du coup, forcément, bah, eux, ils ont pas forcément intérêt à ce que le modèle change parce que ça voudrait dire qu'ils devraient changer, bah, toutes les procédures actuelles et cetera. Donc ça peut mmh, être, j'avais rencontré, j'ai rencontré une CGP qui m'a dit: «Ouais, moi je souhaite me lancer en 100 indép aussi, 100 Ono» et elle avait contacté, alors je sais plus c'est laquelle, hein, de chambre, mais on lui a dit: «Non, mais faites pas ça, vous allez jamais y arriver, dans 1 an vous êtes fermé, ah bah ça, c'est impossible», Ça voilà. ça, c'est littéralement la remarque que j'ai eue pendant toute ma première année d'activité. Littéralement, quand je me suis lancé, j'ai fait certaines formations, ouais, j'ai fait aussi un incubateur Norcia, qui était d'ailleurs pas mal pour se lancer et hem et je me suis retrouvé face à des personnes qui me disaient: «Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, prends des commissions et arrête de te faire chier à faire du 100 honoraire», enfin, littéralement et je leur disais: C'est «Bah, fou. je comprends, mais bon, je suis déjà lancé là-dedans donc enfin, aujourd'hui, moi, j'ai pas d'opposition avec les modèles ou quoi que ce soit. C'est, principalement Ouais, de dire: «Bah, moi, j'ai choisi ce modèle-là parce que je suis plus à l'aise avec lui et que j'ai envie» et donc maintenant, quand on m'en parle ou quand on me fait la réflexion, je leur dis: «Bah, moi, je l'ai choisi, et j'ai commencé comme ça, je l'ai structuré donc maintenant, on va dire que c'est un peu trop tard pour faire marche arrière et puis j'en ai pas forcément envie donc voilà. ouais. Non, mais ouais, même moi je comprends les CGP qui disent ça. En fait, c'est tellement confortable de pouvoir vendre sans devoir facturer un client, Bah, puisque pour lui c'est 1 $, il a pas à sortir la carte bleue. mais c'est En ça. fait, tu as même pas besoin d'être exceptionnel en vente Bah pour collecter. c'est exactement ça et aujourd'hui, il y a un vrai Donc sujet, il y a un c'est que confort qui est énorme. les gens enfin les clients, particuliers français sont habitués à ne pas payer pour du conseil. Mais en fait, on les a mal habitués. C'est pas normal quand on va voir un avocat, quand on va voir un notaire, bah, il y a des frais, enfin surtout les avocats, enfin on sait que il va nous facturer des honoraires par rapport au temps passé parce que il a un background, il a une expertise qu'on vient consulter. Bah, les Mais conseillers en oui, gestion de patrimoine, c'est pareil. Je veux dire, on a aujourd'hui, il y a un peu l'image du vendeur de tapis, du conseiller en gestion de patrimoine et c'est horrible, mais c'est malheureusement ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup trop d'abus et aujourd'hui renverser la tendance en disant: «Bah, le client paye le conseiller travaille dans les intérêts du client et s'il a des commissions,
il les rend à son client ou il n'en prend pas du tout et bah, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait qu'on va avoir un avis Bien sûr. indépendant et qu'on va s'y retrouver dans toute cette, enfin, dans tout cet univers qui est hyper opaque, hyper complexe et potentiellement des fois qui est volontairement plus complexe, hein. On va pas parler des banquiers qui utilisent des termes hyper compliqués qui eux-mêmes ne comprennent pas, pour essayer de perdre un peu le client pour qu'il évite de poser trop de questions, enfin voilà, c'est des choses que j'ai vues, hein. Ouais. Et justement, en préparant l'épisode, moi, j'avais noté un petit peu les croyances des CGP que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu sourcer. Euh, et beaucoup disent, oui, les clients aujourd'hui, ils refusent de payer des honoraires. Toi, c'est ce que tu as retrouvé Alors en te j'ai pour les confrontant au marché? c'est assez marrant parce que ça dépend vraiment de l'âge du client. Plus le client va être, Ok, âgé et plus il a été habitué à ne pas payer et donc du coup ça va être un peu bizarre. Mais bien expliqué, enfin, bah, à force avec le discours commercial et cetera, enfin les clients comprennent plus facilement, mais les jeunes aujourd'hui ont beaucoup moins de mal à sortir, enfin à sortir la carte, on va dire, pour payer pour du conseil. Parce qu'en fait, ils voient qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires, il y a beaucoup trop d'offres sur le marché. Ils sont perdus, ils savent pas quoi faire et donc ils cherchent en fait quelqu'un qui soit là, qui dise: «OK, en fait, bah, là typiquement, client de la semaine dernière, un agriculteur hyper cool, hyper gentil, qui m'avait connu via un podcast et lui, il est habitué en fait à sa banque, au physique et donc bah, ok, lui, que j'arrive et que j'analyse sa situation, ses contrats actuels, et que je puisse lui dire de manière totalement indépendante: «Ce contrat-là, c'est bien, ce contrat-là, c'est pas bien». Pas par rapport à pour récupérer les contrats, parce que la plupart des conseillers disent: «Vos contrats sont nuls, ils ont plus de 8 ans, donc vous allez les vendre et vous allez investir chez moi» ou «Vos contrats ont moins de 8 ans, mais vu qu'ils ont plein de frais et que les fonds sont horribles et que le mandat de gestion coûte cher, vous rachetez, vous allez emmener chez moi». La solution, c'est toujours la même, c'est: «Vendez pour aller investir chez moi». Mais sauf que ça, bon, effectivement, faut pas du défaut de conseil, il faut bien, l'argumenter et le définir dans les documents de réglementation. Mais aujourd'hui, avec le modèle indépendant, on peut très bien dire: «Bah non, ce contrat, en fait, il est bien. Enfin, il y a pas de souci. Vous avez accès à des ETF, vos frais vous avez réussi à avoir des frais qui sont assez intéressants parce qu'à côté de ça, vous avez beaucoup de capitaux ou d'avoirs ou, chez eux, vous avez votre activité, bah, d'agriculteur là-bas qui permet de on va dire d'avoir des conditions intéressantes» et donc c'est ça l'intérêt d'un conseil indépendant, c'est de pouvoir intervenir même sur des contrats externes et de pouvoir, donner un avis, bah, complètement, dans l'intérêt du client, quoi. yes, du coup, tu conseilles le client et tu conseilles pas les solutions que Bah, c'est tu as ça proposées, quoi. et aujourd'hui, Yes. moi que le contrat il soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, ma rémunération ça sera la même. Donc c'est ça qui est bien Mm. aussi. Même si aujourd'hui j'ai mes produits à Ouais. moi et que je suis persuadé parce que j'ai mis quand même à peu près, on va dire 6 à 7 mois pour trouver les bons partenaires. Parce que ça c'est un vrai sujet, hein, quand on se lance en tant qu'indépendant, qu'on crée sa propre structure, qu'on passe pas par par des groupements de CGP ou des choses comme ça, bah, faut créer sa propre offre produit. Donc en plus de créer son Mm. modèle, faut créer ses produits, enfin trouver les bons produits et donc je sais que j'ai les bons produits, mais si le client il a envie de travailler, et qu'on pense que c'est intéressant qu'il travaille avec, les produits de sa banque, bah, on le fera. Mais bon, dans 80 des Ok. cas, spoiler alert, les contrats sont pas très bons. Ok, très clair. Et tu sais, c'est marrant, mais là, ça me fait penser à une anecdote. Quand j'étais à Dauphine en master, on reçoit le directeur de la gestion de fortune de BNP Paribas. Mmh. Donc, c'est quand même des très gros montants. Ouais. Et je l'interpelle sur cette question des rétrocommissions, parce que moi, quand j'étais chez The Wells Office, Mmh. on analysait beaucoup de contrats de grosses maisons comme celle-ci, Ouais. et c'était catastrophique, hein. Et sa réponse m'a vraiment marqué. Il m'a dit: «Non, mais les clients ne veulent pas savoir ce qu'ils payent». Bah, Donc juste que c'est vrai, c'est vrai. ouais, mais bon, tu te dis, ça, c'est le discours d'un mec qui doit gérer les clients qui pèsent des centaines de millions, quoi. Bah, exactement et c'est assez marrant que tu dises ça parce que moi, j'avais une croyance, que les family office étaient 100 en honoraires, donc qu'ils aient Mmh. facturé uniquement des honoraires. Les family office, donc c'est ceux qui gèrent une ou plusieurs familles, donc single ou multi-family office et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait non. Ils vont potentiellement prendre des commissions et j'en connais plusieurs qui m'ont dit: «Bah non, moi je suis family office, mais je facture des commissions».
et c'est ça. Et c'est vrai Mmh. qu'il y a des clients qui vont dire, «Moi, j'ai pas envie qu'on me facture, j'ai envie que vous preniez directement sur les contrats». Il y a des OK. avantages, il y a des inconvénients à ça. Je sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail, mais Yes. parce que là, ça fait un épisode entier. Bah si, bah, on ouais, ouais, non, mais on va pouvoir y venir tranquillement. Hem, mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi les profils, des clients qui sont prêts à payer de l'euno? Est-ce que c'est du coup, tu m'as dit plutôt des jeunes, mais c'est des entrepreneurs, mais même des profils salariés qui ont juste de l'épargne, ils sont prêts à Ouais, payer aujourd'hui ouais, ouais. Moi, pour aujourd'hui, investir? j'ai vraiment pas de sujet sur la rémunération. Après le OK, sauf quand c'est du bouche à oreille de mon réseau personnel, on va dire, parce qu'ils viennent et qu'ils ouais, connaissent pas mon produit, qui sont pas renseignés, qui connaissent pas, les différentes structures de cabinet. Hem, mais aujourd'hui, alors les jeunes, donc moi j'ai pas mal, enfin j'ai quelques entrepreneurs, j'ai pas mal de cadres, commerciaux dans la tech, cadres dirigeants, des marchands de biens, enfin j'ai vraiment de tout, hein. OK. Mais c'est juste qu'après les personnes qui viennent me voir, ils sont déjà, on va dire, convaincus et Éduqués? ouais, et éduqués, on va dire, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, je leur explique comment ça va se passer, qu'il va y avoir une facturation, et donc, effectivement, facturation semestrielle ou trimestrielle. Je leur explique la différence, sur, bah, la TVA qui va s'appliquer sur les opérations, CIF, concernant l'investissement financier, mais pas sur le courtage en assurance. Enfin, il y a pas mal effectivement de choses qu'on a structurées là-dessus. Mais aujourd'hui, oui, les Ouais. clients et pour moi, ma clientèle cible, elle est née en 86, tu vois? Genre, c'est entre OK. 86 et 88. C'est assez marrant parce que je sais pas, j'ai dû faire 5 contrats d'affilée et ils avaient tous la même date de naissance presque, tu vois? Hyper drôle. Donc ouais, mais je pense que ça rejoint aussi, heu, le fait qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de clients qui viennent de par la création de contenu, hein, Ouais, non? effectivement. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'intéressent déjà à la gestion de patrimoine, donc peut-être ils ont consommé du contenu de Finari, Ouais, donc ils sont alertes sur les frais, peut-être qu'ils consomment du coup aussi ton contenu, donc tu les as éduqués aussi à ton modèle par ton contenu exactement. et donc quand ils arrivent en call, ils disent: «OK, moi je veux un modèle honoraire». C'est ça. Donc c'est Ou en fait, c'est ce qui fait après aussi la c'est différence. eux, je sais même pas si c'est le modèle qu'ils veulent, eux, c'est le partenaire qui voit, c'est le copilote, c'est moi. Ils se disent: Ouais, «OK, moi, ce OK. que je veux, c'est Thibaut qui gère mon épargne» et après si lui, ses règles, c'est, bah, de facturer des honoraires, bah, je vais travailler avec lui de cette manière-là. Donc c'est vrai que j'ai plus ça. Après, j'ai des personnes qui viennent parce que je suis 100 honoraire effectivement et ça, c'est vrai que c'est des clients donc internet qui ont déjà fait leurs recherches, qui sont très éduqués, qui ont écouté des podcasts, pardon, et qui ont vraiment fait leur travail de recherche et qui presque, enfin, peuvent devenir conseillers après, tu vois? Enfin, je rigole, mais Ouais, ils ont déjà non, mais c'est les profils qui a un PEA, un S&P 500 c'est dessus ça, et c'est un peu ça exactement. Il y a un le OK. MSCI World Ouais, et je vois. mais tu vois, vu que moi je suis indépendant, bah, j'ai des clients comme ça où je fais vraiment que des audits pour eux, mais je sais et on Ouais, le sait, enfin et ça sera une relation, qui va pas durer dans le temps. Ça sera juste là pour le bilan, pour l'audit. Je vais analyser, je vais leur dire ce qu'il va falloir faire sur les prochaines années et eux, ils repartent avec leur plan d'action et ils vont le faire eux-mêmes parce qu'ils ont pas envie de payer des frais de quelqu'un qui va les gérer alors qu'ils ont eux-mêmes envie de le gérer, tu vois? Et c'est ouais, fine, tu vois? Il y a pas de souci là-dessus, quoi, c'est cool. très clair et justement, quelle est ton offre aujourd'hui? Comme ça, on peut aussi plonger, dans le modèle économique. Ouais, Je carrément. crois que tu as une offre, Ouais, de rendez-vous à un certain niveau et tu fais quand même du récurrent, mais via honoraire. c'est ça. En Est-ce fait, que tu peux nous éclairer un peu, ouais, là-dessus? ouais, bah, carrément. Heu, je vais peut-être partir sur, comment j'ai structuré mes offres, donc mes offres, d'appel, on va dire. Donc c'est soit un bilan Yes. et stratégie, donc c'est 4 rendez-vous pour investir. Donc ça, c'est vraiment une offre que j'ai structurée, bah, depuis 2 ans. Au début, c'était pas du tout ça et là, elle commence à devenir vraiment l'offre parfaite que je voulais créer. C'est-à-dire, en fait, je me suis dit: «Avant de faire investir quelqu'un, j'ai besoin de 4 rendez-vous». Donc 4 rendez-vous, c'est un OK, premier rendez-vous pour découvrir la situation du client, un rendez-vous pour, le former, lui faire de la pédagogie sur les différentes offres qui existent, les avantages et les inconvénients de chacune des enveloppes sur le marché, dans sa situation. Donc pour qu'en fait le client comprenne ce sur quoi il va investir, c'est pas son banquier qui arrive et qui lui dit: «Bah tiens, fais ça et signe» et lui il signe sans regarder. Non, c'est en fait il va comprendre parce que
si à la fin il a tout compris, il y aura moins de questions, ça sera fluide et la gestion elle va être, canon. Alors que si, bah, il y a des interrogations, s'il comprend pas ce qu'on a fait, dans 1 an, on va en reparler et tous les ans, on va en reparler, il aura toujours pas compris et cetera. Donc on fait ça. 2e rendez-vous pédagogie. Voilà, j'ai mon slide de 115 slides qui sont assez poussées et vraiment intéressantes et après le 3e rendez-vous, profil de risque. Donc là, bien sûr, il y a pas de rendement sans OK. risque. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre dans la tête du client parce que sinon il va se dire: «Bah, non, mais moi, je veux faire, du 10 par an garanti». Et bah, là, je vais lui dire: «Bah, non, c'est pas possible, ça n'existe pas et si tu veux faire 10 garanti, ça sera pas avec moi malheureusement». Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un profil de risque, savoir, quel risque tu es prêt à prendre pour quel rendement, sur combien de temps, et sur quelle partie de ton patrimoine. Donc une fois qu'on va définir ça, OK. c'est assez simple, mais une fois qu'on a déterminé ça, la stratégie, elle découle et on la co-construit ensemble. Donc pendant ce 3e rendez-vous où on dit: «Bah, tiens, en fait, regarde, par rapport à ce que tu m'as dit, telle et telle solution qu'on avait envisagée, bah, il va falloir réduire la voilure». Par exemple, du PEA, on va pas mettre 100 sur du PEA, mais on va mettre que 15 ou 20 parce que tu as vu que c'était hyper risqué et que c'était pas adapté à ton profil de risque ou du moins, en tout cas, pas dans la totalité de ton patrimoine. Donc ça va être le 3e rendez-vous et le 4e rendez-vous, là, c'est la restitution de la stratégie où je lui dis: «Bah, voilà, bon, il y a peu de surprises normalement à ce moment-là». Bah, voilà, on va faire, tel contrat d'assurance vie, tel PEA, du club deal, des contrats luxembourgeois, tu vas changer ton régime matrimonial, tu vas faire une donation au dernier vivant, enfin, tu vois? On va vraiment regarder tout ça. Donc ça, en fait, c'est une offre que j'ai définie au fil de l'eau, on va dire, qui coûte aujourd'hui 1 500 €, mais j'ai pas facturé, 1 500 €, on va dire, depuis le début, puisqu'au début, c'était, 0,5 du montant qui allait être investi. Sauf que le problème, c'est que OK. vu que je disais ça, les clients, au lieu d'investir tout ce que j'avais dit, ils investissaient une faible partie parce qu'ils voyaient que s'ils investissaient plus, ils étaient facturés plus. Donc en fait, c'était contre-productif parce que tout le travail que je faisais, il était juste contrecarré. Balayer, Ouais, c'est ça, par bah, ouais. par la facturation derrière. Donc j'ai dit: «Bon les gars, j'ai compris maintenant, on va faire un forfait fixe et ça sera», au début c'était 400 parce que forcément syndrome de l'imposteur, on se dit qu'on n'est pas forcément légitime et cetera, que j'ai monté à 900 et là 1 500 € je le trouve vraiment, bah, fair. Enfin, c'est vraiment le tarif, vraiment équitable entre ce que j'apporte au client, le travail que je vais fournir et la valeur ajoutée qui va être créée derrière, tu vois? Donc Yes, OK. ça c'est l'offre. Et dans ton process commercial, Ouais. tu vas prendre ces 1 500 à l'entrée en relation ou à l'issue de ces 4 rendez-vous? Non, je facture direct parce qu'en fait, Tu factures direct, ouais, OK. c'est ça. Bah, je suis indépendant, je facture des honoraires, j'ai pas de commission, de rétrocommission. Donc en soi, les clients, ils comprennent. Je leur dis, bah enfin, et c'est surtout aussi que j'ai eu quelques déconvenues par rapport à des clients qui ont dit: «Oui, oui, t'inquiète, je vais payer» et puis au final, au 3e rendez-vous, ils ont pris toutes les infos qu'ils voulaient, puis ils vont faire ça ailleurs ou ils vont faire ça eux-mêmes. Et donc c'est pour éviter, bah, voilà, que le travail soit payé tout simplement. Donc Ouais, moi je pense que ça peut vraiment interpeller des CGP qui nous écoutent parce qu'encore une fois, ils ont jamais eu à vendre une presta ouais. et demander à quelqu'un de payer à l'issue d'un premier call, c'est pas naturel pour Mmh. pour beaucoup de CGP et je pense que c'est hyper intéressant de faire l'exercice, heu, même sur comme tu l'as fait en fait, d'augmenter petit à petit les honoraires en début d'entrée, en relation quoi. Exactement. 400 et puis tu augmentes progressivement jusqu'à avoir, à trouver cet équilibre, quoi. Bah, OK. OK, c'est OK. exactement ça et j'ai des CGP qui me contactent parce qu'ils veulent se lancer en tant qu'indépendants et je leur dis: «Les gars, facturez direct. Enfin, vous avez des connaissances, vous avez une expérience, des connaissances et une valeur ajoutée donc en fait, je vois pas pourquoi vous devriez la donner gratuitement, enfin Ah oui. et puis même pour votre, je sais pas, pour votre, enfin, confiance et enfin, c'est compliqué, tu vois? Votre estime de soi de se dire, bah, que tu fais du travail mais qu'en fait c'est gratuit et puis quand c'est gratuit, les clients ils écoutent pas. Enfin, ils vont prendre et puis ils vont dire: «Bah, ouais, bah, je verrai, je vais faire ça ailleurs», tout simplement, donc Ouais ouais, non, c'est compliqué. Donc après, et ça c'est la première offre mmh et après la deuxième. après il y a le suivi.
Et alors attends, donc il y a 2 offres. Soit tu fais 4 rendez-vous pour investir, soit tu fais, l'audit patrimonial complet. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont besoin de structurer ou restructurer leur patrimoine. Et donc c'est une offre à 3 600 € et enfin pour les particuliers et dès qu'il y a des situations un peu complexes, ça monte à 5 000 €. Et donc OK. ça, c'est vraiment, une slide de présentation de 30 pages à peu près, où on va analyser totalement toute la situation du client, ses contrats, sa fiscalité, sa situation juridique et fiscale et on va faire cette analyse-là. On va analyser les contrats aussi. Donc ce que je t'ai pas dit, c'est que je me suis associé avec un gérant d'actifs. Comme j'avais vu ça chez Altos Patrimoine et chez WeSave, j'avais vu que le combo conseiller et gérant d'actifs, c'était vraiment un combo, parfait pour le client. Bah, je me suis dit: «Bah, autant trouver un gérant d'actifs» et donc j'ai rencontré Charles Janus en novembre 2024, donc 6 mois après avoir lancé mon cabinet. Donc j'ai quand même mis 6 mois à le trouver et au final, du coup, grâce à son expertise, bah, lui, il va analyser l'intérieur des contrats. Je me suis dit, OK. c'est aussi quelque chose d'important pour les conseillers, c'est que je me suis dit: «Je suis pas capable de gérer mon cabinet, la partie réglementaire, l'acquisition, le suivi client, et tout ce qui va à côté, la comptabilité et cetera et en plus de ça, être H24 sur les marchés pour suivre les marchés, trouver les opportunités, aller, enfin, tu vois, trouver des investissements intéressants pour mes clients. Ça, en fait, Mmh. faudrait que j'ai je sais pas, je travaille 24 heures par jour et c'est pas viable dans le temps. Donc donc je me suis dit, vu que j'avais enfin fait pas mal de management, je me suis dit: «Faut toujours travailler avec des gens qui sont meilleurs que nous» et quand j'ai rencontré Charles, j'ai vu qu'il était littéralement enfin, incroyable sur la partie, analyse financière et cetera et donc du coup, on s'est associés et donc du coup, il apporte sa valeur ajoutée sur tout ce qui est, bah, analyse d'investissement, proposition dans la gestion conseillée aussi, puisque, bah, du coup, là, je Yes. t'ai parlé des 2 offres d'entrée, donc ça, c'est un peu la porte d'entrée à nos services et puis ensuite, on a, donc un récurrent parce qu'effectivement, si on gère des encours pour les clients, il faut qu'on soit rémunéré par rapport à ça et donc cette rémunération-là, elle est de 1 TTC sur les encours placés. Donc en fait, un client met, 100 000 €, bah, il va payer 1 000 € par an, et donc ça va être facturé au prorata temporis en fonction de quand on envoie la facture, au cours de l'année. Donc voilà. OK. Alors là, ça ouvre plein de questions, du coup. Énormément de questions parce que moi, à la base, je pensais que quand tu étais CGP indépendant, tu prenais que de l'ONO, mais du coup, tu prenais pas de l'ONO en récurrent. Ou alors j'ai vu des tentatives, d'abonnement mensuel, pour Ah, le j'ai suivi, pour le j'ai j'ai conseil. essayé l'abonnement, ça marche pas. Enfin, ça dépend comment c'est fait, mais moi, Ouais. j'étais pas à l'aise avec ça. Ouais. Et du coup, toi, tu nous dis que tu prends de l'honoraire sur les encours placés, Mmh. donc que toi tu as conseillé, sur les C'est solutions que ça, tu as conseillées. c'est ça. Hem, Mais aussi sur les donc si j'ai 1 de rétro sur un contrat d'assurance vie ouais. qui est perçu en rétro, toi tu vas le percevoir via des zonos. Donc déjà, comment tu structures une enveloppe, d'investissement? C'est-à-dire, est-ce que sur les fonds, tu prends que du clean share? Sur le contrat, tu te mets à l'incompressible assureur? Bah, exactement. Comment tu Alors, structures ça? bah, tu vois, c'est assez marrant parce que du coup, là, maintenant, ça fait 2 ans, donc j'ai eu le temps de faire du test and learn, hein, de tester un peu, pour vraiment adapter, que ce soit parfaitement calibré à mon activité, que ça soit viable dans le temps, parce que c'est toujours ça le sujet. Comme je t'ai dit, mon objectif, c'est la retraite avec ce cabinet, donc ouais, si c'est cet objectif, il faut que dans le temps, ça soit viable et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je mettais donc sur un contrat d'assurance vie, donc admettons, on a un contrat à 100 000 €. Je vais le faire investir. Bon, on va parler que d'un assureur parce que je travaille avec 3 assureurs, mais on va pour simplifier la chose. Hem, donc moi, je vais facturer 1 par an sur les encours. Donc sur les 100 000 €, je vais facturer 1 000 € par an. À OK, côté de ça, il va y avoir des frais assureurs. Donc comme tu dis, dans les frais de gestion assureurs, il y a un incompressible qui est pour l'assureur. Donc par exemple, sur 1 qui vont être facturés à l'intérieur du contrat, il va y avoir par exemple 0,5 qui va être pour l'assureur et 0,5 qui vont être pour le CGP, pour l'intermédiaire. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je mettais que à l'incompressible. Comme ça m'évitait d'avoir des commissions. J'avais pas besoin de les rendre aux clients.
Sauf que ce qui se Yes. passe, c'est que si jamais un client décide, pour une raison X ou Y, d'arrêter de payer, mais qui veut quand même avoir la gestion et moi, je vais quand même avoir le devoir réglementaire de gérer son contrat, j'ai décidé donc du coup de mettre en place, d'augmenter, les frais de gestion, pas les mettre à l'incompressible, pour pouvoir toujours avoir un minimum au cas où et ce delta-là, je vais le rendre au client dans la facturation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le client, il sait que moi, je vais facturer 1 que je vais toucher 1 et que tout le reste, ça va lui être rendu. Et ce qui est bien, c'est que dans ce cadre-là, c'est la phrase, c'est: je vais être payé de la même manière qu'importe le produit», tu vois? Et ça, c'est hyper fort parce que ça veut dire que là, moi, je fais de l'indépendant MIF2, je vais jusqu'au bout, je suis payé de la même manière, que ce soit du PEA, de l'assurance vie, du club deal, du contrat luxe, parce que pour moi, en fait, en fait, ça doit être payé de la même manière. Et donc, OK, donc si pardon, je vas-y, vas-y, t'interromps, vas-y. mais s'il y a une assurance vie, donc il y a 0,505, donc toi, tu vas, toucher là-dessus, 500 Ouais, via le contrat et du coup, tu vas juste facturer, via une facture, 500 de plus à la fin de l'année. c'est ça, c'est à peu près ça. Alors, c'est un peu l'inverse, c'est j'ai ma facturation, donc j'ai créé un outil en interne, un outil digital où je vais avoir mes encours donc en temps réel. Donc là, j'upload OK, directement des PDF ou des extracts Projet Store des assureurs ou des flux, Pénélope que je vais du coup intégrer OK, dans mon logiciel. Je vais avoir mes encours totaux qui sont gérés actuellement. Sur ces encours-là, donc j'ai un outil de facturation, bah, pour chaque personne, je vais avoir le taux qui va être appliqué, donc 1 et à l'intérieur duquel donc ça c'est TTC, donc c'est 0,83 hors taxe. Les encours d'assurance sont facturés en hors taxe, puisque je perçois des commissions hors taxe. Donc je vais déduire ces commissions de la facturation, et ensuite je vais facturer le client. Donc ça, c'est pour les opérations d'assurance, donc tout ce qui est lié à OK. Donc tu l'assurance. as quand même une rémunération qui vient du partenaire, Ah, bah, ça est quasi tout le temps parce quand il qu'en y en a? fait, comme tu disais, Ouais, est-ce que je prends des OK, clean shares? Si je prends des clean shares, je me limite mon environnement d'investissement, tu vois? Donc en fait, ça serait me OK, tirer une balle dans le pied et quand je dis que je suis indépendant, bah, non, je suis pas indépendant parce que je suis limité dans mon modèle et donc j'ai pas envie d'être limité. Si je trouve un fonds qui est hyper pertinent et qui est un fonds actif, pour la partie, par exemple, obligataire de nos portefeuilles et ouais, ben, je vais pouvoir y aller dessus. Je vais avoir des commissions de la part de cet acteur-là et ces commissions-là, je vais les réduire de la facturation de mon client, tout simplement. Donc en fait, ça OK. va faire que Donc mon en fait, tu as le même champ des possibles qu'un mec qui travaille en rétro. c'est ça. Ouais, Il OK, est même trop plus cool. grand du coup, puisque je peux aller sur des clean shares alors que lui, s'il a des rétros, il ira pas sur des clean shares. Et en fait, ça me permet d'être vraiment libre dans l'univers d'investissement et de conseiller donc soit via mes contrats d'assurance à moi ou soit faire de la gestion conseillée sur des contrats externes. Ça, c'est quelque chose que les clients adorent, c'est sur les PEA. Ils ont des PEA qu'ils ont ouverts et donc du coup, on commence à faire la gestion pour eux. On leur dit: «Bah, voilà, ça serait pas mal en fonction de votre profil de risque de mettre tel et tel titre dans votre PEA» et ainsi de suite, tu vois? Et ça, on le facture, bah, OK, pareil, 1%. exact. Mais là, tu as pas de flux, puisqu'il y a pas de partenaire Non, PEA non, là, aujourd'hui, c'est chez eux ni compte directement. titre, ouais. Donc nous, on Ouais, c'est a chez eux. le seul sujet, c'est pour retrouver la valeur exacte au moment de la facturation, donc on leur demande, donc ça demande un peu plus de travail, mais les clients sont contents parce que OK. ça permet de diversifier, d'avoir, vraiment un univers d'investissement qui est vraiment assez large, quoi. Ouais, trop cool. Trop cool. Ouais, hyper intéressant. Donc ça, sur la partie intermédiation en assurance, sur les opérations CIF, ça diffère un peu du coup? Alors ouais, 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 ça c'est assez marrant parce que du coup, SIF, c'est vraiment on prend zéro commission et on va pas les intégrer et soustraire quoi que ce soit. Sur la partie SIF, donc conseil en investissement financier, ça va être les produits type club deal, SCPI, PEA, compte titre et cetera et donc là-dessus, donc la TVA, s'applique pour nous, en tout cas pour les honoraires de conseil. Et quand il y a un partenaire, donc, par exemple pour un club deal qui va nous verser des commissions, là, je prends le RIB du client et je lui dis: «Voilà, tiens, c'est cadeau, c'est, les commissions qu'on devait percevoir». Donc là, j'ai un client littéralement, je lui ai fait un versement de 2 500 € suite à un investissement, tu vois?
Donc OK, tu un espèce de cashback quoi, ouais, comme voilà, sur, c'est sur j'aime pas trop le terme cashback parce que ça ferait venir toute une autre population de clients que j'ai pas envie d'avoir, tu vois? Tous ceux qui qui sont à regarder tous les frais et cetera. Là, les clients à qui on s'adresse, ça va être des gens qui veulent pas gérer eux-mêmes, qui veulent, pas enfin, qui vont pas négocier, les tarifs et cetera et qui sont vraiment là pour payer l'expertise et donc ça, c'est ouais, top, mais cashback, ça a une très mauvaise un très mauvais impact pour nous, les conseillers indépendants, puisque typiquement, il y a une, société de gestion qui s'appelle Quorum, que tout le monde connaît, qui ne travaille pas avec les conseillers indépendants. Du fait des problèmes qu'ils ont eu avec, je sais plus qui c'était, pour la plateforme c'est qui fait du cashback, c'est Louvainvest, non? Louvainvest, ouais, c'est ça exactement. Louvainvest, ouais. Ils ont eu des problèmes, donc Mmh ce qui est mh, mmh. assez marrant, c'est qu'ils avaient pas structuré leur contrat d'une certaine manière avant. Il y a eu Louvainvest qui OK. et du coup, Louvainvest pouvait proposer des SCPI Quorum, mais pour, que cette situation n'existe plus, ils ont changé leur convention et donc moi, j'étais en contact avec Quorum et je leur ai dit: «Bah, non, moi, je suis intéressé, je vous connais depuis très longtemps, je sais que vous avez des bons produits et j'aimerais vous proposer». Ils m'ont dit: «Bah, non, vous êtes conseiller indépendant MIF 2, donc on peut pas, enfin, faut changer de modèle, de rémunération, quoi». J'avais dit: «Bah, oui, mais non». Ah oui, OK. Il y a même une pression potentiellement des partenaires pour ce modèle, Ah quoi. mais Pour sortir ouais, complètement, c'est fou. complètement, c'est hallucinant. Yes. OK, et justement, est-ce que tu as rencontré d'autres partenaires avec qui tu as pas pu travailler Non, c'est pour, à cause de ton aujourd'hui, modèle? c'est le seul. Aujourd'hui, c'est le seul avec OK. enfin, vraiment et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé, mais c'est le seul et l'unique aujourd'hui avec lequel je peux pas travailler. Ouais, OK, OK, hyper intéressant, et avec tous les autres, ça a été fluide, quoi? Ouais, super fluide et puis, Ouais. c'est assez marrant parce que tous les groupements de CGP, ils disent: «Non, mais ça va être impossible de faire par vous-même, les conventions de partenariat et cetera». Bah, enfin, faut juste travailler, contacter, trouver sur LinkedIn les bons interlocuteurs. Moi, typiquement, je travaille avec, CNP, Vplus, Cardiff et enfin et d'autres et bah, tu les contactes, tu leur dis que tu es intéressé pour ouvrir une convention et les responsables de partenariat, ils ont eux, c'est leur travail de trouver des nouveaux conseillers donc ils sont très contents d'avoir des nouveaux Ouais, ils conseillers sont contents, ouais. mais Ouais, très clair. Ouais, trop cool, et justement, sur la partie outils, toi, tu as dit que tu as développé, du coup, ton propre outil en interne. ouais, Hem C'est un constat que je fais avec les CGP que je rencontre. Aujourd'hui, tous les logiciels, Carbon Alpha, Wellscom, Wizio, O2S et tralala, ça a l'air d'être assez compliqué et c'est jamais complet, de toute façon. ouais. Donc toi, tu as pris le pari de développer un outil en interne, Alors, pour t'adapter, à ta pratique, quoi. ouais, alors j'ai fait un peu autrement, c'est-à-dire que j'ai démarré donc moi, en étant conseiller, enfin en ayant eu des expériences de conseiller, on travaillait beaucoup avec Harvest et même, quand j'étais chez WeSave, on Ouais. développait des solutions avec eux. Mais c'est vrai que c'était le plus gros acteur et enfin, ça coûtait quand même très cher et quand on commence un cabinet, bah, on a quand même pas mal de charges, de structure, de coûts de structure. Donc typiquement, je sais pas, une première année, si tu comptes les frais de comptabilité et cetera, tu en as pour au moins entre 8 et 10 000 € de chiffre d'affaires, tu vois? Donc enfin de dépenses, pardon et donc ça, bah, ça veut dire qu'il faut que tu fasses au moins 8 000 ou 10 000 € de chiffre d'affaires pour pouvoir combler ça et pour être à l'équilibre sans pour autant te payer, tu vois? Donc et donc Yes. et donc par rapport à ça, je me suis dit: «Bah, il faut que je trouve une solution qui soit peut-être un peu moins coûteuse» et et j'avais regardé, en fait, j'avais fait le tour vu que j'étais un peu dans les fintech et cetera. Il y avait une solution qui s'appelait, comment elle s'appelle? Bref, c'était une solution pour faire des audits patrimoniaux OK. et du coup, ils travaillaient, eux, avec Wizio, du coup, pour la partie, CRM, réglementaire et cetera et je me suis dit: «Bah, tiens, ça a l'air pas mal» et j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient. J'étais hyper aligné avec, la manière dont ils travaillaient et ça avait l'air d'être vraiment une super société. Donc je me suis lancé avec eux, mais enfin, j'avais regardé Carbone Alpha et cetera. Mais effectivement, il y a toujours des limites et puis surtout moi, en tant que modèle indépendant, je me retrouve avec, bah, des structures enfin une structuration de process qui est particulière, tu vois? Et OK. aussi j'avais entendu dire parce que du coup l'écosystème des fintech, des wealthtech et cetera est très, très petit à Paris et j'avais entendu dire qu'il y avait un gros qui se montait en tant que donc fintech, wealthtech donc pour accompagner, les particuliers, mais avec vraiment, enfin en digitalisant la banque privée on va dire
et eux, ils s'étaient montés avec donc cet acteur-là, plus, Wizio et je me suis dit: «Bah, si eux, ils passent par cette application, c'est qu'ils ont dû faire un bon benchmark et cetera» et donc j'ai creusé et j'ai validé leur hypothèse et aussi OK. avec WeSafe, je travaillais avec des consultants tech du secteur qui m'avait bien aidé, notamment, Florian Allan de Frame qui est quelqu'un avec qui enfin, j'échange pas mal et donc qui avait pu m'aider un peu à trouver les bons prestats, on va dire. OK, trop cool. Et ouais, du coup, tu as développé tout ça. Oh, Alors incroyable, ouais et incroyable. du coup Wizio ça c'était vraiment déjà tout développé et moi ce qui me manquait c'était la facturation de mes honoraires. Donc ça c'était Mmh. le premier point un peu, le négatif, complexe à mettre en place et donc là je travaillais avec un développeur qui a créé une plateforme de zéro et qui fait que j'importe directement, bah, les données. Ça me permet d'avoir une vision en temps réel de mes actifs. Ces actifs-là, j'active la Yes. facturation et ça me génère des factures automatiques. Et donc là, on est en train de développer aussi une partie arbitrage. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des portefeuilles cibles avec Charles. Et c'est vrai que Wizio, Carbon Alpha, etc., pour les arbitrages, c'est toujours un peu compliqué. Et donc là, on l'a développé pour que dès qu'on propose de faire un arbitrage à un client, il y a un mail automatique qui est généré pour proposer, dire pourquoi on fait tel arbitrage, donc vendre tel actif pour acheter tel actif et avec la justification. Donc tu vois, ça fait un mail automatique prêt à être envoyé, et puis OK. l'idée après c'est, de pouvoir directement envoyer automatiquement dans les plateformes partenaires pour que ça soit direct. Ouais, ah, incroyable. Et aujourd'hui, cette appli, enfin, cet outil métier que vous avez développé, il est pas ouvert à d'autres Non, non, personnes? non, là c'est tellement, C'est vrai, c'est vraiment enfin, tu sais, c'est vraiment l'outil bricolage, du bespoke. c'est presque avec Ah oui, OK. une ligne de code et cetera, tu vois? Mais OK, très clair, hyper intéressant. Hyper cool. Donc, est-ce qu'au-delà de la partie, logiciel, flux de TVA ou non, facturation et cetera, est-ce qu'il y a d'autres gros défis quand tu es sur ce modèle 100% Ono? hem bon, alors le défi de base, c'est quand tu te lances tout seul, c'est d'être tout seul, donc tu personne sur qui, t'appuyer et cetera. C'est d'ailleurs pour ça que les groupements de CGP, ça marche bien. Le Mmh. modèle 100 honoraire, c'est déjà, d'aller trouver les partenaires, de leur expliquer ton modèle, de voir si ça fonctionne bien. La facturation qui est quand même qui prend du temps, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'automatiser parce que quand tu dois envoyer des factures pour, un client, ça va, mais dès que tu en as 20-25, c'est beaucoup plus long et Ouais. Attends, tu factures au trimestre ou à l'année? au début, je faisais de manière semestrielle, donc 2 fois par OK, an et donc là, ça j'ai commencé en mode, bimensuel, là, enfin tous les 2 mois. OK, OK. Donc voilà, parce qu'aussi j'ai pas envie d'arriver, de faire une facturation un peu trop lourde, tu vois? Tous les 6 mois, j'ai pas envie, que les gens ils disent: Ouais, ouais, quand même». Je peux pas que ça soit Ouais, c'est presque cher, quoi. et c'est ça et que ça devienne presque comme un abonnement, où enfin, ouais, où ils ont leur facturation tous les mois, tous les 2 mois. Tu déduis les commissions et puis voilà et tu as ton résultat, enfin, tu as ta facture à payer. Donc il y a toute la partie Ouais, facturation, la partie TVA effectivement. Déjà d'expliquer le modèle à ton comptable, il faut qu'il s'accroche parce que la plupart des comptables sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur le secteur de la gestion de patrimoine et encore moins sur, ces sujets de TVA. Donc il y a ça, et puis après oui, c'est les problématiques classiques du CGP, de se lancer, de trouver des clients. Parce que ça, c'est vraiment, ouais. le nerf de la guerre, hein. C'est tu peux faire, le plus beau modèle de la terre, si tu arrives pas à avoir de clients à qui le vendre, tu vas finir aux oubliettes, quoi. Yes, carrément. Tu peux avoir la meilleure offre du monde, s'il y a personne qui la voit, de toute façon, ça va pas servir à grand chose. C'est clair. Exactement. Et donc aujourd'hui, comment tu développes, Au niveau ta clientèle? alors au tout début, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi, vu que j'étais un peu dans le domaine des fintech et cetera, j'ai réussi à choper des partenaires. Donc des partenaires qui me faisaient de l'apport d'affaires, donc c'est-à-dire genre, heu, OK. contre des services par exemple, j'allais faire de la pédagogie financière. Donc j'allais intervenir, dans des entreprises pour, voilà, pour, former sur, la fiscalité, la finance, le juridique et cetera. Et eux en contrepartie, si les employés étaient OK, enfin ou étaient intéressés, ils prenaient un rendez-vous directement sur mon calendrier
Ça m'a permis de choper quelques clients, donc ça directement via des entreprises et sinon après c'était, via une fintech, enfin plutôt dans la fiscalité qui cherchait à se développer sur la partie gestion de patrimoine et qui voulait savoir si c'était vraiment pertinent d'aller sur ce secteur-là et de voir s'il y avait un intérêt pour leurs clients. Donc une très bonne approche, tu vois? De dire: OK. «Bah, tiens, vas-y, on va tester, on va voir si c'est intéressant ou pas et si ça intéresse nos clients». Ils ont vu que ça intéressait effectivement leurs clients et donc c'est comme ça que Via toi? comment? Via toi, ils ont compris que ça pouvait fonctionner? OK. Ouais, c'est ça et donc du coup, bah, eux après ils se sont développés. Donc ça et puis après, bah, ce qui s'est passé, c'est que l'activité, de gestion de patrimoine, bah, c'est de l'encours, c'est des activités et il faut réussir à avoir une activité rentable et le plus gros challenge, bah, c'était déjà de réussir à faire entre 8 et 10 000 € de chiffre d'affaires la première année pour couvrir les coûts de structure. Parce que du coup, moi, j'avais chopé une rupture co, j'avais mon chômage, mais qui a duré qu'1 an et demi. Donc du coup, entre la création de la structure et cetera, la création des process, vraiment tout bien valider, vérifier les partenaires et cetera. On perd facilement, entre 8 mois, ouais 8 et 10 mois, on va dire facile. Donc après tu te Mmh. retrouves avec, on va dire, tu as 6 mois pour faire au moins 10 000 € de chiffre d'affaires et donc ça, c'est vrai que ça, c'est un sujet que j'aurais dû traiter dès le début, c'est essayer de trouver des clients rapidement. Mais bah, comme je te dis, syndrome de l'imposteur, tu sais pas trop par quoi commencer, tu factures pas très cher, les clients, ils te prennent du temps, tu fais des choses gratuitement, enfin bref. Après tu plantes des graines, hein, donc il y en a qui vont potentiellement germer, d'autres non. Mais Yes. il y a eu ça et puis après il y a eu le déclic où j'ai réussi à choper des clients via LinkedIn aussi et donc là, ça a été le moment, vraiment en mode, tu vois, rassurant où je me suis dit: «OK, là j'arrive à générer moi-même des clients et donc je vais, être un peu plus tranquille, je vais pas dépendre d'un canal d'acquisition externe», tu vois? De partenaires ou d'entreprises Yes. parce que, bah, si, du jour au lendemain ils veulent arrêter de bosser avec moi, ils arrêtent et puis c'est tout. Et puis, en Ouais. tant qu'entrepreneur, tu sais que tu peux compter que sur enfin, au début, tu peux compter que sur toi et donc les gens qui te font des belles promesses et cetera, tant qu'il y a rien qui est signé, que ce soit les partenaires ou les clients, il y a rien qui est fait, hein. C'est C'est sûr, c'est sûr. Et ouais, du coup, bah, tu publies régulièrement sur LinkedIn, hein? Bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. ouais. Tu publies combien de fois par semaine sur LinkedIn? C'est quoi ta strat? En Comment gros, tu t'organises là-dessus? au début, je publiais pas souvent. Je me disais: «Je publie 2 fois par semaine», un truc comme ça, enfin, ce qui est quand même assez souvent déjà, hein, et puis à un moment, je suis monté à tous les jours. Là, ça a vraiment explosé, enfin vraiment l'activité en fait, c'est pas le fait de publier tous les jours, c'est pas la fréquence qui va compter, mais c'est que tu as plus de chances, de probabilité de faire un post qui va exploser en fait. C'est juste ça, tu vois? Tu sais jamais ce qui va exploser. Il y a des posts, tu te dis: «Ouais, c'est nul» et puis au final, ça marche super bien et d'autres, tu te dis: «J'y ai passé 2 heures, j'ai vraiment fait une analyse derrière, une étude et tout» et au final derrière, il y a rien, tu vois? Et Eh oui. c'est assez marrant. Mais donc ouais, j'ai commencé, on va dire, à publier très souvent, très fréquemment en juillet 2025. J'ai commencé à avoir les premiers clients quasi direct après. Et donc j'ai continué, il y a des moments où je me motive à faire vraiment des posts tous les jours, d'autres où, bah, j'ai pas le temps parce que l'activité, ne me permet pas de prendre autant de temps, tu vois? Bah, avec, la gestion des contrats, l'acquisition, la gestion des clients, enfin bref, c'est la comptabilité, la réglementation, enfin bref, tous les problèmes de CGP. Donc en plus de ça, de Ouais. tous les jours, c'est vrai que de prendre 1 heure, voire 2 heures tous les jours pour publier, parce que je ne publierai pas des posts, ChatGPT, ça sert à rien. Pour moi, il y a pas d'intérêt de publier des choses d'une IA parce que quand les clients, ils arrivent, ils veulent rencontrer la personne qu'ils ont lue, en fait, sur LinkedIn. Donc s'ils lisent Ouais. une IA, bah, ils vont vouloir rencontrer une IA peut-être, mais c'est pas moi, donc c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que je dis souvent aux CGP que j'accompagne, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle a plus de valeur. Parce que tu poses la question à chat, l'information, tu l'as, c'est la mise en perspective de cette information, bah, par ton expérience, par ta personnalité, heu, créer de la valeur, en fait. Ouais, Donc c'est vrai que faut créer du contenu que tu incarnes et je trouve que tu le fais très, très bien, ça. ouais, mais c'est On voit bien à travers ton contenu qui tu es, en fait. ouais, c'est Et ça, c'est gentil. trop important, je trouve. C'est gentil, Non, mais c'est vrai. j'essaye. Au début, tu fais des posts où c'est plus global, plus généraliste, tu es plus lisse.
Et bon, après, tu te rends compte que c'est alors il y a eu un moment où j'ai commencé à faire des posts sur le conseil indépendant MIF 2, où je prenais pas assez de pincettes et alors là, je me suis fait mais enfin, j'ai eu des supers opportunités grâce à ça, mais j'ai eu des conseillers qui m'ont allumé et enfin, psychologiquement, tu es là et tu te prends des tirs à longueur de journée, tu te dis: Vas-y franchement, en fait, j'ai la flemme de passer mon temps à faire ça». Et mais bon, Ouais, c'est hyper important aussi, ah oui, de rappeler qu'il y a pas de modèle, mieux qu'un autre, tu vois? Enfin, que le modèle MIF 2, indépendant MIF 2 est mieux que celui non indépendant. Il y a pas de sujet là-dessus. C'est en fait, c'est toi comment tu incarnes ton conseil. Si tu veux le faire de manière non ouais. indépendante, il y a pas de sujet et il y a des conseillers qui sont vraiment top et tu vois, quand je parle d'Altos Patrimoine, je sais pas, je pense pas qu'ils soient indépendants MIF 2, je pense qu'ils sont un peu hybrides, mais franchement, enfin, je veux dire, ça dépend de la personne qu'il y a derrière, de son expertise, de son expérience et de ce qu'il va t'apporter et après le mode de rémunération, bah, c'est juste, on va dire, c'est un détail, quoi. Ouais, bien sûr. C'est enfin, c'est le dernier enjeu, en fait, c'est le pricing. Ouais, Tout ce qui est avant, c'est surtout l'offre, quoi, qui détermine, si c'est good ou pas, quoi. ouais, Ouais, OK, exactement. très clair, très, très clair. Hyper cool et donc ton canal d'acquisition principal aujourd'hui, c'est le contenu? Tu fais des podcasts aussi? Ouais, bah, du Aujourd'hui, on en coup fait un. là, podcast. Ouais. Hem, Podcast, LinkedIn, ouais. reco, j'imagine Ouais, toujours? reco, du coup, bah, quand t'es alors c'est ça le problème, quand t'es un jeune cabinet, t'as pas de reco parce que t'as pas de clients. Alors sauf les gens qui ont des portefeuilles clients, les banquiers privés qui partent, les gens du FF notamment, ça j'en ai pas mal qui me contactent, qui ont du coup un portefeuille client et qui disent: «Bah, moi je vais me casser de chez eux et je vais récupérer mes clients». Donc c'est vrai qu'au début de quand tu crées ton cabinet, t'as pas de recours possible puisque personne connaît ton travail, tu es tout nouveau et en plus de ça, ton cabinet, il a même pas 1 an, donc ils te disent: «Bah, attends, non, mais qui me dit que tu seras encore là dans 2 ans?» Tu vois? Sachant que la plupart des cabinets, Bah, ouais. ils vont arrêter au bout de 2 ans, donc c'est vrai que c'est compliqué au début, mais la reco commence à arriver maintenant, le bouche à oreille, ouais et donc LinkedIn, heu et alors il y a quoi d'autre? Et là, je pense que je vais me mettre sur les podcasts aussi, ouais, je pense que ça Ouais, c'est pas mal et un jour, j'aimerais bien me faire une chaîne YouTube, tu vois? Un truc comme ça. yes. Bah, je pense la meilleure stratégie et c'est celle que j'emploie moi, c'est contenu court pour capter de l'attention, Ouais. hem et en fait, tu dois faire passer des étapes psychologiques à tes lecteurs, donc leur faire prendre conscience de leurs problématiques. Donc, par exemple, toi, quand tu vas parler des limites de la reco, enfin des rétros, et que tu vas aborder la question de l'honoraire, donc tu éduques sur le problème de la rétro. Mmh. Ensuite, tu fais des posts qui éduquent sur l'avantage aussi de l'hono. Tu fais des études de cas clients. Donc, ces 3 steps, c'est potentiellement 3 ou 4 posts, Ouais, et il faut les répéter chaque semaine. Donc, ça prend plusieurs semaines pour convertir la personne. exactement, Heu, En fait, ce exactement. que moi je fais, c'est qu'aujourd'hui je fais du contenu court, mais systématiquement je le redirige vers un contenu long YouTube, Mmh. où je vais respecter ces 4 mêmes étapes. Ouais, Mais du coup, une vidéo de 20 minutes, tu peux faire passer un mec qui avait aucune idée de qui tu es, à un mec qui a envie de prendre un call avec toi, c'est quoi. ça, exactement. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important la partie YouTube. Et la partie podcast, l'avantage c'est d'associer ton image avec d'autres personnes Mmh. pour, bah, bénéficier de leur image, oui et non, ça dépend où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours. Mais, au moins t'associer à des expertises complémentaires aussi, quoi. Mmh. Heu, pour bénéficier de leur crédibilité et faire bénéficier de ta crédibilité, Parce que du coup, là, réciproquement, j'avais quoi. une idée, mais Ouais. c'était de faire les bon, j'espère qu'il y a personne qui va prendre cette idée, enfin bon, après je m'en fous. C'est, les épargnants anonymes, tu vois? Et de faire, genre des épisodes de podcast où genre, j'interviewe carrément des clients à moi. Genre, tu vois? Et de leur expliquer, bah, eux, comment ils ont réussi à créer leur patrimoine, les erreurs qu'ils ont fait et cetera, tu vois? Et Fonce. mais ça peut être marrant, mais bon, après, il faut les faire venir, les clients, et il faut tous les appeler Michel ou Pierre, tu Ouais. vois, pour éviter, parce que c'est Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y en a qui seraient partants même de façon non anonymisée en vrai, hein. ouais. C'est possible. Moi, j'accompagne là un CGP qui traite des sportifs professionnels. Et pareil, il veut faire du podcast. Je lui ai dit, mais tu prends tous les sportifs pros qui sont connus en Ligue 1, Ligue 2, De ouf. top 14 de rugby, et tu fais un podcast avec eux. Et en 6 mois, Mais tu seras la référence de la gestion de patrimoine
pour même les petits pros qui arrivent sur le Mais de marché, quoi. ouf! Ah mais Le podcast, c'est trop puissant. c'est incroyable. Bah, bien sûr, il faut qu'il fonce là, il Ouais, faut qu'il fasse ça à fond. ouais. Mais toi aussi, il faut que tu le fasses. Finari, c'est ce qu'il faisait à Ouais, c'est l'initial. ça. Analyse de patrimoine en direct. Bon, via l'interface Finari, du coup, c'était anonymisé, Ouais, mais Mounir faisait beaucoup ça et ça fonctionne trop bien. ouais, c'est ça donc Ça fonctionne trop bien. mais Et tu prends les profils typiques de tes clients, le petit jeune qui a du PEA, le plus avancé qui a déjà un gros patrimoine immo c'est ou ça. financier. Mais après Et pour chaque persona, tu fais une étude de cas. le sujet qu'il y avait, Mm. c'était aussi de se dire: «Bah, ce podcast, moi, je sais que mes clients, c'est des gens qui s'intéressent pas à la gestion de patrimoine et enfin, ils en ont pas forcément envie», tu vois? Donc c'est aussi essayer de trouver Ouais. un axe qui soit pas forcément que sur de la gestion de patrimoine pour que ça arrive à toucher ma cible, tu vois? C'est ça aussi le sujet hyper complexe, c'est d'arriver à faire un podcast assez universel comme, bah, Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, mais qui parle un peu de gestion de patrimoine pour que les mecs, ils viennent quand même un peu, tu vois? Ok. Ouais, intéressant. Intéressant. Ouais, après, il faut trouver comment distribuer correctement ce podcast, quoi. Ouais, Mm. exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, question plus compliquée, du coup. Ok, très clair, très très clair. Et du coup, aujourd'hui, tu penses que tu pourrais te passer du contenu pour développer ton activité ou tu penses que c'est vraiment indispensable? Heu, non, aujourd'hui, je peux pas m'en passer, si je passe, quasi une heure et demie, par jour là-dessus, que je délègue pas aussi, c'est que je peux pas m'en passer, et à chaque fois, je me pose la question, je me dis: «Mais» enfin là, ma femme me pose la question, elle me dit: «Mais toi, tu passes ta vie sur LinkedIn, enfin, pas ta vie, mais tu postes beaucoup, tu travailles beaucoup, tu réponds aux commentaires et tout», parce que ça aussi, c'est hyper important, hein, répondre aux commentaires et faire des commentaires sur les autres posts aussi. Et du coup, je pourrais pas aujourd'hui me passer de la création de contenu parce que c'est devenu mon canal d'acquisition principal. Mais Ouais. si demain j'arrive à choper un partenariat avec une grosse boîte et que, je sais pas, je vais arriver à parler aux employés d'une grosse, fintech ou d'une grosse boîte dans la tech et cetera, là, ça sera peut-être différent, tu vois? Mmh. OK, ça fait sens, ça fait sens. OK et justement, c'est quoi ta vision de la belle épargne à horizon 5-10 ans? Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir, Là, bah, aujourd'hui, l'idée, comme je te disais, mon idée de base, c'était, faire une fintech, un Doctolib de l'épargne, tu vois? Et là, je vois que je fais l'inverse, mais du coup, l'idée, c'est de développer la belle épargne, de créer un gros cabinet, d'être potentiellement la référence du conseiller indépendant et des gestion enfin, dans la gestion de patrimoine, tu vois? Pour les yes. pour mes clients, donc ça serait, ouais, de développer mon cabinet. J'ai déjà des personnes qui seraient intéressées pour avoir, peut-être enfin, de faire en mode franchise, mais bon, c'est compliqué, enfin, tu vois? Ou mandataire, mais j'ai pas vraiment envie. C'est compliqué les mandataires parce que, du coup, c'est ton image, mais enfin, tu sais pas trop comment les représenter, tu vois? Donc heu, donc je sais pas, mais ça serait ça. C'est en fait, c'est vraiment démocratiser le conseil indépendant parce qu'aujourd'hui, je démocratise pas forcément puisque, le seuil d'entrée, alors le seuil d'entrée réel, il est de 100 000 € pour les investissements. Mais, enfin, entre 100 et 200 000, ça va dépendre de la situation et pas mal de critères. Mais, Ouais. mon idée de base, c'était de dire, bah, n'importe qui peut accéder au conseil indépendant, sauf que je me suis confronté à la réalité que, bah, un client qui a 20 000 €, ça me fait, 200 € par an de facturation. Bah, avec ça, sachant que je passe à peu près, je sais pas, 6 à 7 heures facile sur un client par an, et que Charles aussi passe du temps gérer son contrat, les arbitrages et cetera, bah, ça voudrait dire que pour 12 heures de travail, on est facturé, enfin on est rémunéré 200 €, tu vois? Bah, oui, Donc c'est pas rentable. bien Il y a sûr. aussi toute cette partie Ouais. entrepreneuriat qu'il faut prendre en compte et pour la viabilité du modèle sur le long terme, quoi. Mmh mh. Mais je pense que de toute façon, c'est jamais, en soi une bonne idée de vouloir faire moins cher ou pour des clients qui pourraient payer moins cher. C'est ça. Tu vois, l'objectif, c'est toujours faire payer plus sur des clients plus premium parce que tes coûts fixes, ils sont là de toute Bah, c'est façon. ça, quoi qu'il en soit, les Donc coûts fixes et donc un client, c'est bête à dire, mais un client qui a 1 million à placer versus un client qui a 100 000 €, bah, c'est pas du tout, tu vas gagner 10 fois ouais, plus, alors que le temps que tu vas y passer bon, il y a quand même plus les sommes sont importantes, plus il y a quand même de responsabilités, hein, faut pas se mentir. C'est, parce que gérer 1 million quand tu as 1 million en gestion, bah,
Il suffit d'une mauvaise action, d'une mauvaise gestion sur le contrat et tu te retrouves, avec une perte de, je sais pas, 20 000, 30 000, 50 000 et donc là, les sommes sont beaucoup plus importantes aussi et c'est ça qu'il faut Ouais, remettre dans la tête des clients et des conseillers aussi, c'est qu'on gère de l'épargne, on gère l'épargne d'une vie donc enfin, c'est quand même, enfin, on prend des risques, on a des responsabilités, on est réglementé pour ça et tout donc ça mérite, bah, d'être payé pour ça, quoi. ouais, bien sûr, complètement. OK, trop cool. Trop, trop cool. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions sur ton modèle, sur ta pratique. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Écoute, non, on avait fait le tour vu qu'on avait bien préparé l'épisode, je pense qu'il y a pas mal de réponses auxquelles je t'ai répondu direct, pendant les Yes. mais non, effectivement, juste la chose qui est à rappeler, c'est, le modèle indépendant, MIF2, il est bien. Le modèle non indépendant MIF2, il est bien aussi. Ça va être juste la personne qui va y avoir derrière et l'expertise, l'expérience qu'elle a, ah oui, il y avait cette question de, on avait parlé, en préparant le podcast que pour moi, une personne qui a pas d'expérience en gestion de patrimoine, elle va avoir beaucoup de problématiques et de difficultés à créer son cabinet et à pouvoir s'en sortir. Je Mmh. je le dis parce que moi, aujourd'hui, j'ai lancé mon cabinet après avoir fait des expériences. En fait, je m'étais dit: «Il faut que j'ai ma légitimité et que j'acquière un peu ma légende et que du coup, j'applique, j'ai ça quand j'arrive» et c'est vrai que ça m'a servi très vite, en fait. Quand j'ai mis en avant, je le mettais pas en avant, quand j'ai mis en avant, ça a rassuré les clients. Ils ont dit: «OK, bah, en fait, il a de l'expérience en gestion de patrimoine, en banque privée, en cabinet indépendant, en fintech, donc il sait ce qui se passe sur le marché». Mais pour moi, quand j'ai créé mon cabinet, je savais ce que je devais faire, qui je devais aller contacter, comment je devais facturer, comment je devais, créer les contrats, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur. Ouais, Typiquement, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, comment il fait pour gérer un contrat d'assurance vie? Il sait pas, comment tu vas mettre en place les fonds à l'intérieur des contrats, combien de temps ça va mettre, le délai de rétractation, la clause bénéficiaire, comment tout ça, ça va se passer? Parce que tu vas apprendre sur des dans des livres, tu vas apprendre à faire de la gestion de patrimoine, mais concrètement, l'activité en temps réel, c'est ça, c'est gérer des contrats, les arbitrer, c'est, appeler des notaires, appeler des avocats fiscalistes pour structurer des holdings, des SCI pour, vendre des biens. Enfin, tu vois? Il y a toutes ces choses-là qu'on peut pas t'apprendre, en fait et donc c'est pour ça ouais, de que façon théorique, c'est c'est pour ça que souvent je conseille de dire, bah, avant de se lancer, essayer de faire une expérience, je sais pas, un stage, un truc, pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement et comment ça se passe. Parce que la réglementation, c'est un enfer. C'est littéralement, ouais, c'est la pire chose, si tu arrives pas à comprendre ce qui se passe, bah, donc voilà, donc c'est vraiment ça pour moi le conseil, c'est ça et d'arriver avec un encours de collecte, quand on veut commencer son activité, de se dire: «Bah, il faut que j'arrive au moins à pouvoir collecter, je sais pas 2 millions dans la première année», tu vois? 1 ou 2 millions la première année, mmh, mmh, mmh. tu vois? Je pense que Yes. Ouais, avoir un objectif, qui te permet au moins d'amortir tes coûts, de lancement et de commencer à te payer un petit peu, quoi. c'est ça, exactement. Ce qui est déjà pas mal. OK, tranquille, trop, trop cool. Bah, merci vraiment pour, ton partage d'expérience, c'était hyper intéressant. S'il y a des personnes qui cherchent un CGP sur ton modèle, par quel biais on peut te contacter? Bah, c'est très simple, là, comme je disais, sur LinkedIn, Thibaut Gouliou. Je publie assez souvent donc vous pourrez prendre le rendez-vous directement dans le lien Calendly sur mon profil ou directement sous mes posts. Sinon sur La Belle Épargne, j'ai un site internet que j'ai créé de mes propres mains, donc faudra pas le juger. C'est fait en no code, mais là, on est en train de le mettre à jour, il va être très stylé, dans les bah, là, la prochaine enfin cette semaine, je pense la semaine prochaine. Donc sur internet directement, La Belle Épargne, donc la plus loin belle, plus loin épargne. Heu, Vous me trouverez sur internet directement. Voilà. OK et pareil, si des CGP ont des questions sur ce modèle, qui souhaitent se lancer, ils peuvent te solliciter un petit peu sur LinkedIn? Ouais, 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 carrément. Ouais? Qui m'envoie un message privé sur LinkedIn, qui me contacte, en vrai
j'aime bien aussi pouvoir aider les gens parce que c'est compliqué quand on est tout seul de monter son cabinet et il y a des moments où, bah, typiquement, tu es en burn-out, hein, parce que tu bosses tellement, tu te rends pas compte, après tu es énervé et cetera. Donc si je peux aider, les gens à éviter ça, je ferai une bonne action pour la santé des CGP français, tu vois? Trop cool, trop cool. Bah, merci encore une fois, Thibaut, c'était hyper intéressant. Bah, merci à toi. J'ai hâte de voir les réactions autour du podcast. Et moi, j'ai un call avec un CGP qui a commencé depuis 10 minutes, Ouais, donc désolé un faut que peu, je l'éclipse. on est un peu Ouais, plus lent, mais on a un peu débordé, c'est pas grave, trop bien. ça valait le coup. Euh, Parfait. Bah écoute, Merci je te pour souhaite le meilleur pour la suite, sur ton activité, et on continue d'échanger sur ouais, WhatsApp ouais, pour les prochaines steps. ouais, carrément, on fait ça. Yes. Vas-y. Allez, bonne Allez, journée. trop cool, à Ciao. plus. Bye. Bye.